Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique. Là-haut sur la colline. On va parler des demandeurs d'asile, puisque c'est vraiment le sujet de la semaine, avec un ancien ministre de l'Immigration, qui a aussi été ministre de l'Environnement dans le gouvernement Couillard, c'est David Hurtel. Bonjour, David Hurtel. Bonjour, Antoine Robitaille. Je me demandais, en regardant les quatre ministres qui ont fait vraiment une conférence de presse importante, là, et qui ont des réclamations, c'est rendu à 1 milliard. Je me disais, David Hurtel, il doit s'identifier un peu à eux là, dans son salon parce que lui aussi a fait des réclamations. Si je me souviens bien, c'était plusieurs centaines de millions aussi. Ben, en 2018. En 2018, j'avais fait, puis je dois dire, l'idée de faire une conférence de presse sur ce sujet-là à plusieurs ministres, il n'y a rien d'original du côté du gouvernement Legault parce que j'avais fait la même chose. J'avais fait une grosse conférence de presse, avec Mike, je me souviens. Il y avait Jean-Marc Fournier qui était en charge des affaires gouvernementales qui était là, Sébastien Proulx à l'éducation, Gaétan Barrette à la santé. On avait fait une importante conférence de presse pour réclamer, nous avions été les premiers, parce que la première vague de demandeurs d'asile, là, c'était celle de 2017-2018. Et ça suivait l'élection de Trump et ses décisions sur notamment ce qu'on a appelé aux États-Unis le Muslim ban. Il y avait une partie du Muslim ban, mais si on veut être exact, tu te souviendras, Antoine, que la première vague de 2017, la majorité des demandeurs d'asile, là, on en avait eu comme autour de 20 000 en à peu près 4-5 mois. Oui. La majorité de la première vague, c'était des ressortissants haïtiens. Ah oui. Et c'est suite à une décision de Donald Trump, mais évidemment pas le Muslim ban, c'était parce que suite à l'horrible tremblement de terre de 2010, dont on se souvient tous, et dont Haïti peine encore aujourd'hui à se relever, le président de l'époque était Barack Obama. Et le président Obama avait accordé un statut spécial aux ressortissants haïtiens qui venaient aux États-Unis suite à, évidemment, la dévastation complète que vivait le pays d'Haïti à ce moment-là. Et lorsque Trump a pris le pouvoir à partir de janvier 2017, suite à sa victoire en 2016, il a annoncé en 2017, à peu près à la même époque que le tout aussi célèbre Muslim ban, qu'il allait retirer ce statut spécial aux ressortissants haïtiens. Et c'est ça qui a déclenché la première vague. Donc, c'est une décision de Donald Trump qui a provoqué cette première vague. Et c'était particulièrement difficile de transiger à l'époque avec le gouvernement Trump. Bon, on connaît les raisons, mais il y avait une raison encore aussi qui rendait la discussion très difficile avec le gouvernement fédéral. C'est parce que tu te souviendras, Antoine, à l'époque, le gouvernement fédéral, Chrystia Freeland, était en train de négocier la nouvelle mouture de l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Et donc, il y avait une tension additionnelle qui rendait très difficile nos efforts d'avoir quoi que ce soit en termes de travail, de collaboration pour que le gouvernement fédéral, et c'est vrai ça, c'est le gouvernement fédéral qui est entièrement responsable de la gestion de la frontière, entièrement responsable de la gestion des demandes d'asile, mais aussi entièrement responsable de travailler avec le gouvernement américain pour voir, parce que oui, on avait le chemin Roxham, la gestion... C'est le début de la crise du chemin Roxham. C'est là que ça a commencé, mais ce qui est arrivé, c'est que au début, c'était, bon, encore une fois, majoritairement des ressortissants haïtiens qui se servaient du chemin Roxham, mais c'est ça qui a comme donné l'idée aux
passeurs. Et là, c'est devenu comme une espèce de publicité gratuite, cette première, il y avait eu le tweet, crise-là. le fameux Et là, tweet là, ça a été de Justin Trudeau. Oui, c'est ça. Puis là, il y a eu évidemment les propos de Justin Trudeau qui a dit, je me souviens plus de la citation exacte, mais venez-vous-en, là. Oui, c'est ça. Alors, après ça, là, il y a eu là, on a vu à partir du printemps 2018 se préparer plutôt une autre vague. Et là, on voyait que c'était pas tout à fait, là, c'était plus des ressortissants haïtiens, il y en avait, mais là, il y avait beaucoup plus de diversité là, dans les pays d'où provenaient les demandeurs d'asile. Et déjà, on sentait de la pression sur les services publics, alors que bien sûr. là, les chiffres sont beaucoup plus grands aujourd'hui. Là, c'était quoi? C'était 20 000 au début. Là, maintenant, on est dans les demandeurs d'asile. Il me semble que j'ai entendu 160 000. Là. 160 000, c'est sur plus d'un an. Moi, ce que j'ai vu pour 2023, je crois qu'on en a accueilli autour de 60 000. Mais ce qui est intéressant en termes des chiffres, c'est beaucoup là. Et c'est qu'aujourd'hui, maintenant, le Québec reçoit environ 50% de tous les demandeurs d'asile. Oui, 55 selon. Oui, 50-55%, c'est ça. À notre époque, c'était 90%. Ah oui, OK. Alors, c'est vrai là, que 20 000, c'est moins que 60 000, puis les chiffres augmentent pour plein de raisons, aussi coût de la vie, inflation, etc., etc. Mais nous, à ce moment-là, c'était, à toute fin pratique, presque tous les demandeurs d'asile passaient par le Québec, transitaient par le Québec, et il n'y avait pas de système, alors, du fédéral. Il n'y avait rien, là. À Roxham, puis il n'y avait pas une infrastructure jusqu'à temps. On a vu quand on a démantelé Roxham, tout ce qui existait autour du chemin Roxham jusqu'à la colle. Il y avait vraiment un écosystème d'accueil et de traitement des demandeurs d'asile. Mais au début, en 17-18, ça n'existait pas. Et ce qu'il faut comprendre, et c'est là où je rejoins le gouvernement Legault dans ses demandes, c'est que la majorité de la pression qui est mise sur des services qui sont de compétences provinciales. Alors, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est, ça aussi c'est d'actualité, c'est les services de garde, c'est la justice aussi, l'accès à la justice, parce qu'après ça, tous ces gens-là, là, ils vont avoir des auditions, ils vont avoir besoin de... il y a besoin de soutien. Alors là, il y a tout un travail de ce côté-là, de soutien. Alors, il y a tout un filet social. Il y a un chèque. Le gouvernement du Québec, oui, c'est vrai, on remet un chèque, mais toute cette pression-là, et nous n'étions pas les seuls parce qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile et c'est ça aussi qu'il faut faire attention. C'est vrai qu'on reçoit un nombre important, mais il y a quand même aussi une fraction, puis ça, faut quand même qui voir. S'en va, qui quitte le territoire. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que vous voyez, puis moi je l'avais vu à l'époque, j'avais le maire de Toronto qui était à l'époque John Tory, puis aujourd'hui c'est Olivia Chow. Olivia Chow qui dit la même chose parce que c'est en Ontario, il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui rentrent soit par le Québec ou qui réussissent à rentrer par l'Ontario ou ailleurs. Mais Toronto est évidemment aussi une destination très prisée pour beaucoup de demandeurs d'asile parce qu'il y a énormément de communautés qui ont des nombres importants à Toronto. Et contrairement au Québec, c'est la municipalité qui gère les centres d'accueil. Alors, et donc, la ville a beaucoup de pression. Alors, moi, à mon époque, je travaillais avec mes homologues ontariens, tant du gouvernement de Kathleen Wynne, puis après ça, du gouvernement Ford, pour justement faire des demandes importantes au Est-ce qu'après cette Donc, conférence de presse-là, David Hurtel, on vous avait dit
que vous souffliez sur les braises de l'intolérance? Parce que c'est un peu ça que je lisais ce matin, plein de chroniques qui disaient les Québécois sont fermés, ils veulent même pas que les enfants des demandeurs d'asile aillent dans les CPE. Non, ben ça c'est bon. Ben nous justement, on a, je me souviens, on avait eu des débats importants là-dessus, puis on avait dit oui, on voulait donner l'accès au CPE. Je pensais que le gouvernement Couillard avait tracé cette ligne-là d'abord. Moi, ce que j'avais compris, c'est que la ligne, puis là, je peux me tromper, là, mais moi, je croyais que la ligne, c'était les demandeurs d'asile qui avaient un permis de travail. Ah oui, OK. Pouvaient avoir accès. C'est ce que la Cour a dit, en tout cas, oui. Il me semble que c'était ça, mais là-dessus, là, je peux me tromper. Mais déjà, si on est reconnu comme réfugié, on peut demander une place en CPE. Donc, c'est pas uniquement les citoyens québécois, canadiens qui ont accès c'est ça. CPE. Puis c'est ce que la Cour d'appel a décidé. Et l'idée, c'est que les braises de l'intolérance, et c'est là que c'est différent. Tu sais, je vais quand même rappeler que lors de la conférence de presse que moi j'avais faite en 2018, il n'y avait pas la ministre ou le ministre, je crois que c'était la ministre responsable de la langue française à cette conférence de presse-là. On faisait pas l'équation un nombre important de demandeurs d'asile, et oui, c'est un nombre important, mais quand on parle de 20 000 à mon époque ou de 60 000 aujourd'hui, c'est pas ça qui va mettre en péril la nation, là. Et je crois que mais le commissaire à la langue française, il dit, c'est quand même, tu sais, si c'est 60 000 chaque année, il y en a 60% seulement qui parlent le français. Oui, puis Antoine, si on investissait dans les ressources nécessaires pour leur apprendre le français, peut-être qu'on aurait justement moins peur des conséquences dans quelques années. Je veux dire, c'est justement, bon, les enfants de la loi 101, ils l'ont appris le français. Mais le français est en déclin en même temps, non? Ben, encore une fois, à Montréal, c'est peut-être pas c'est pas la faute des demandeurs d'asile seulement. Ben là, c'est ça, là. C'est que là, si on a une discussion sur les demandeurs d'asile, je demande à voir en quoi un demandeur d'asile met en péril la survie du français à Montréal. Parle pas nécessairement anglais non plus, là. C'est pas quand on regarde la composition des demandeurs d'asile, c'est des gens qui viennent de pays d'Amérique latine, par exemple, puis là, ça devient un autre débat. Demandiez-vous justement qu'il y ait un resserrement sur le plan des visas à l'époque? Les visas pour les Mexicains, notamment? Non. À notre époque, on n'était pas sur ce registre-là. Nous, on était sur l'idée que, on respectait les obligations internationales. Le Canada a des engagements internationaux. Il y a des traités qui gouvernent la gestion des demandes d'asile. Nous, on en était sur le fait, et je crois que c'est là où il y a incompétence et vraiment un laisser-faire et un laisser-aller de la part du gouvernement Trudeau dans le dossier des demandeurs d'asile. Et ils étaient là en 17-18, ils sont encore là. C'est sur le fait, Antoine, que au départ, le système de traitement des demandes d'asile, et ça, moi, j'avais même à l'époque, j'avais retrouvé des documents à cette époque-là, c'est que un demandeur d'asile devait avoir sa première audition pour valider sa demande d'asile, parce que le demandeur d'asile a droit d'entrer et de faire la demande d'asile. Là, le travail devient de valider ou non si la demande est fondée. C'est ça l'enjeu, là. Parce qu'il y en a 40% de faux réfugiés, d'une certaine façon. De demandes qui sont pas valides, qui sont pas fondées. Même à mon époque, on évaluait sur les 20 000 qu'il y en avait peut-être 7 ou 8 sur 10 qui n'allaient pas être fondées. Mais l'enjeu, c'est que, vu le fait que le gouvernement Trudeau, dans ce dossier-là, je trouve qu'il a été négligent. Puis je trouve que c'est de la grossière négligence dans ce dossier-là. C'est de savoir,
Parce que même le ministre actuel de l'Immigration, Mark Miller, a dit que le système d'immigration au Canada est complètement dépassé. Mais il l'était à l'époque. Ben Moi, oui. je travaillais avec le ministre fédéral de l'époque, c'était Ahmed Hussein, et c'était complètement dépassé. Alors, je reviens à mon exemple de base. En Ça devait terminant, prendre- s'il vous plaît, oui. On a déjà plus de temps. Mon Malheureusement. Dieu. C'est Ouais. dommage parce que ça devait prendre 60 jours au début Ouais. pour avoir la première audition. Maintenant, tout le système peut prendre jusqu'à 5 ans, puis obtenir un permis de travail. Alors, là, je termine très vite, mais c'est ça l'enjeu fondamental. C'est le Si cœur on du problème. C'est le cœur du problème. Parce qu'après ça, on n'aurait pas toutes ces pressions-là sur nos services. On ne serait pas en train de parler de tout ce dont on parle. Et en plus de ça, il devrait y avoir un arrimage entre le fédéral et le gouvernement du Québec Ben oui. pour ceux qui sont reçus puissent être ensuite connectés selon leurs compétences. Parce qu'il y en a beaucoup, là, c'est pas des gens qui savent rien faire, là. C'est ça, Il y a des c'est ça. compétences. Moi, Dieu sait qu'on en a 17-18, besoin. j'ai rencontré des infirmières, moi, Ah oui. d'origine haïtienne qui traversaient en 17-18. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ben oui. Et l'idée, c'est de les connecter. On a des besoins en termes de main-d'œuvre dans toutes les régions du Québec, dans plein de secteurs. Alors là, c'est ça le travail. Mais le début de tout ça, Antoine, c'est que le gouvernement fédéral doit, une fois pour toutes, mettre l'argent et les ressources pour avoir un système de traitement des demandes d'asile moderne et efficace. C'est de là d'où découlent tous les autres Et problèmes. peut-être de répartir plus équitablement à travers les provinces. Je suis d'accord avec ça, mais ça, après demandeurs. ça, mais ça, c'est en leur permettant, en demandant aux Ouais. demandeurs d'asile où vous voulez aller, puis d'avoir les centres de traitement à travers le pays. Entièrement d'accord? Merci. Merci infiniment, David Hurtel, donc ancien ministre de l'Immigration, de l'Environnement. On se reparlera d'autres sujets, là, la consigne, on a déjà eu des bonnes conversations là-dessus. Et vous êtes aussi accessoirement avocat conseil chez Fasken. Au revoir. Merci, au revoir. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. C'est l'heure de la chronique constitutionnelle et cette semaine, c'est Guillaume Rousseau qui est avec nous, qui est chroniqueur au journal maintenant et qui est aussi accessoirement professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Bonjour Guillaume. Bonjour Antoine. On commence par le fédéralisme dysfonctionnel, en tout cas c'est ce que tu m'écris dans tes notes, et tu as deux exemples assez importants qui sont très récents là même, qui datent de cette semaine. Oui, effectivement. Donc, la sortie des 4 ministres concernant l'explosion du nombre de demandeurs d'asile. Donc, fédéraliste dysfonctionnel parce qu'on a un partage des compétences qui fait en sorte que c'est le fédéral essentiellement. En fait, l'immigration est une compétence partagée, là, mais avec prépondérance fédérale. Alors, malgré l'entente administrative avec le Québec et tout, le fédéral contrôle encore un bon gros bout de l'immigration et notamment les frontières et tout, notamment tout ce qui concerne les demandeurs d'asile. Donc, explosion du nombre de demandeurs d'asile, essentiellement dû à l'action du fédéral. Puis là, on pourrait remonter au tweet de Justin Trudeau qui invitait tous les damnés de la terre à venir au Canada, la non-fermeture du chemin Roxham pendant des mois, des années, et là, évidemment, les politiques là, qui enlever l'obligation de visa pour les Mexicains, permettre que des gens avec des visas de tourisme puissent demander le statut de réfugié. Bon, il y a un ensemble de politiques fédérales, là, eu égard aux frontières, à l'immigration, qui font en sorte qu'il y a cette explosion du nombre de réfugiés. Et là, on dit, bon, ben quand un gouvernement prend des décisions, ensuite, il doit vivre avec les conséquences. Mais non, parce que là, les causes sont de compétences fédérales, mais les effets sont de compétences québécoises. Alors, c'est pourquoi je parle de dysfonctionnement du fédéralisme canadien. Et comment on pourrait régler ça? Parce que moi, j'ai bien écouté la conférence de presse. J'étais même présent. J'ai posé des questions. Et j'ai comme eu l'impression qu'il y avait une part de stratégie politique là-dedans, de dire, on demande au fédéral d'agir, mais tu sais, à un moment donné, quand tu demandes à un autre acteur politique d'agir puis qu'il n'agit pas, il faut que tu trouves des poignées. Et là, je t'ai même envoyé un texto. Est-ce que Québec pourrait poursuivre le fédéral pour dire, c'est votre compétence, il faut agir? Est-ce que, donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Donc, la première chose que le Québec fait, c'est de gérer ces conséquences-là. Donc, il faut ouvrir des classes de francisation, des classes d'accueil. Il faut, bon, là, il y a toute la question des CPE dont on pourrait parler aussi. Bref, il faut essayer de gérer avec les programmes sociaux qui sont de compétences québécoises le plus humainement possible, tout en respectant la capacité financière là, des contribuables québécois. Oui, Donc, ça, c'est la première des choses. Oui, mais le milliard, là, il y a 1 milliard qui manque en 3 ans. Là, alors C'est ça. qu'est-ce que Québec peut faire? Est-ce qu'il peut... tu sais, la voie judiciaire, je vois pas exactement quelle poignée, là, mais toi qui baignes là-dedans tout le temps, Guillaume, peut-être que tu as une idée? Ben, je sais qu'il y en avait qui avaient jonglé avec l'idée à un moment donné de dire, ben là, par exemple, le tweet de Justin Trudeau, c'est limite une incitation à commettre le crime de traverser la frontière. Donc, il y avait eu des tentatives en ce sens-là, mais ça n'a pas abouti. Donc, c'est vraiment pas évident que le Québec peut forcer sur le plan juridique et plus précisément judiciaire le fédéral à agir dans ce sens-là. Bon, on sait qu'aux États-Unis, par exemple, il y a certains États qui vont prendre les réfugiés, les mettre dans des autobus ou dans les avions pour les envoyer dans d'autres États qui en reçoivent moins et où il y a des politiciens qui se disent généreux à l'égard des réfugiés tout en accueillant moins. Alors, est-ce que c'est le genre de politique que le Québec voudrait mettre de l'avant? Peut-être pas. Je pense que ce serait controversé, mais on en est peut-être rendu là, du moins en termes de réflexion. Mais effectivement, c'est très limité ce que le Québec peut faire. Puis l'idée, dans le fond, c'est de dire, c'est ça, c'est qu'il y a un problème avec le fédéralisme canadien où, à une autre époque, il y avait peut-être pas un lien aussi clair. En 1867, il y avait probablement pas un lien autant entre le contrôle des frontières, l'immigration d'une part, et les programmes sociaux qui étaient à peu près inexistants à l'époque. Maintenant, le lien est tellement fort que d'avoir un palier de gouvernement qui gère les causes, l'autre qui gère les effets, c'est dysfonctionnel. Donc là, la question, c'est de dire, bon, est-ce qu'on pourrait pas avoir une compétence davantage provinciale, ou en tout cas dans le cas du Québec, une compétence québécoise sur l'immigration, soit une compétence partagée, mais avec prépondérance québécoise plutôt que prépondérance fédérale, soit carrément là, une compétence pleine et entière du Québec. Je pense que c'est la question qu'on doit se poser. Il y a aussi peut-être la solution de la ville de Toronto, c'est Olivia Chow, la mairesse, qui a carrément écrit dans le bas d'un article, en fait, qui menaçait d'écrire dans le bas du compte de taxes de ses commettants, ben non seulement vous avez une augmentation de 9,5 %, mais je vous ajoute un 6 %, puis j'appelle ça la contribution Trudeau, parce que le gouvernement fédéral nous envoie pas assez d'argent pour la gestion des réfugiés. Et ça pourrait peut-être être fait dans le budget du Québec. En point, c'est ce que je suggérais dans ma chronique ce matin. Oui, effectivement. Un Donc, peu à la blague. on peut imaginer une ligne dans le rapport d'impôt de cet ordre-là. Quoique les taxes municipales, des fois, c'est encore plus direct, c'est encore plus dans la boîte à mal et tout. Donc, l'idée de Mme Thiard est pas complètement dénudée de tout fondement. Mais je pense aussi que là, il y a un positionnement de M. Legault, puis on l'a vu aussi avec son attaque contre le Bloc, en vue de la prochaine élection fédérale qui pourrait venir plus tôt que tard, là, avec les tensions au sein de la coalition PLC-NPD. Donc, je pense qu'il y a de ça aussi, là. Donc, traditionnellement, on sait que un parti politique qui est fort au Québec, là, c'est moins le cas que c'était pour la CAQ, mais peut tenter de jouer sur la scène fédérale. Duplessis l'a fait faire en faveur de Diefenbaker. Bon, on sait que quand Legault l'a essayé en faveur d'Andrew Scheer, ça plutôt mal fonctionné, mais en même temps, il y avait toute la question de l'avortement là, qui était venu faire dérailler la campagne conservatrice. Là, clairement, M. Poilievre a davantage le vent dans les voiles. Est-ce que on pense que M. Legault va plus ou moins subtilement, et c'était plutôt peu subtil avec son attaque contre le Bloc, tenter de favoriser l'élection d'un gouvernement Poilievre avec un fort contingent de députés conservateurs québécois pour venir en appui au gouvernement du Québec. C'est à suivre. En même temps, on sait que M. Poilievre s'est pas avancé beaucoup en termes de position autonomiste pour le Québec, contrairement à ses prédécesseurs. Donc, je sais pas si mettre les œufs dans ce panier-là, c'est si gagnant. Tu veux nous parler aussi du manque de nomination des juges par le fédéral? Il y a eu une motion là-dessus à l'Assemblée nationale. La semaine passée, on a parlé de avec Patrick Taillon, on a parlé de cette requête qui a eu du succès en Cour fédérale en Ontario, où finalement la Cour a tapé sur les doigts du gouvernement Trudeau pour parce qu'elle se traîne les pieds dans la nomination des juges. Est-ce qu'on est un peu dans le même genre de cas de figure? Oui, effectivement. Donc, encore là, un cas de dysfonctionnement du fédéralisme canadien par un mauvais partage des compétences. Donc,
l'administration de la justice, c'est de compétence québécoise essentiellement. Il y a quelques tribunaux fédéraux, là, mais pour l'essentiel, l'administration de la justice, y compris criminelle. Parfois, on l'oublie parce qu'on associe beaucoup le criminel au fédéral en raison du code criminel, donc de la législation sur le fond, mais l'administration de la justice civile et criminelle est de compétence québécoise. Donc, le Québec construit des palais de justice, adopte des lois, des greffes, des salles d'audience, des bureaux de juges, prévoit un certain nombre de juges, cour supérieure, cour d'appel, dans ses lois. Et là, attend après le fédéral qui, lui, a le pouvoir de nomination des juges. Ce qui est absolument un non-sens. Dans à peu près toutes les fédérations du monde, lorsque le tribunal est de compétence de l'État fédéré, c'est l'État fédéré qui a le pouvoir de nommer les juges. Évidemment, ça tombe sous le sens. Donc, c'est vraiment une aberration complète du fédéralisme canadien qui fait en sorte qu'une cour complètement de compétence québécoise, qui est d'ailleurs beaucoup active en droit civil quand on parle de la Cour supérieure et de la Cour d'appel. Donc, il n'y a aucune raison pourquoi le fédéral se mêle de ça, mais la raison, c'est l'arbitraire de 96 et suivant de la Constitution de 1867. Ouais. Donc, le fédéral a le pouvoir de nommer des juges dans des tribunaux supérieurs québécois, Cour supérieure, Cour d'appel, et là, il tarde à le faire. Donc, ça fait des mois, on attend, on parle de 11 juges. Donc, 11 juges, c'est beaucoup, c'est des centaines de personnes qui attendent après leur cause, qui attendent d'être entendues par un juge. Donc, ça cause beaucoup de problèmes de délai dans le système de justice, alors même que le gouvernement du Québec adopte des réformes, on l'a encore vu récemment, pour accélérer les délais. Et tout ça, évidemment, dans le contexte de l'arrêt Jordan. Avec le fait que si vous attendez, si un accusé attend plus de 18 mois en cour provinciale, 30 mois en cour supérieure, ben s'il n'a pas eu son procès, il peut se retrouver libéré sans procès, même s'il peut avoir une tonne de preuves contre un accusé, il se trouve à être libéré sans procès. Donc pour les victimes, c'est une catastrophe. Et là, le fédéral se traîne les pieds pour nommer des juges. Donc c'est complètement absurde et dysfonctionnel. D'où la motion unanime adoptée. Exact. Là-dessus hier, hein, c'est ça? Oui. Très bien. Ben, merci beaucoup pour cette chronique constitutionnelle, Guillaume Rousseau, puis on se reparle très bientôt. Certainement. À bientôt. Je rappelle que Guillaume Rousseau est chroniqueur au journal et chroniqueur constitutionnel à l'occasion à notre émission, puis accessoirement professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Là-haut sur la colline. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Ça a été une semaine active à l'Assemblée nationale et on va aller rejoindre ceux qui arpentent les couloirs, mes amis, les correspondants, pour parler d'abord du Parti libéral. Bonjour Geneviève Lajoie. Bonjour Antoine. Bonjour Marc-André Gagnon. Salut. Donc, deux correspondants parlementaires à l'Assemblée nationale. Commençons justement, comme je l'ai dit, le Parti libéral du Québec, le mouvement n'importe qui sauf Coderre. Et c'est toi qui nous as appris l'existence de ce mouvement-là, Geneviève? Oui, ben on se souvient tous que l'arrivée de M. Coderre en tout cas, son arrivée possible dans la course à la chefferie, il s'intéresse donc à la course à la chefferie. Il n'a pas encore confirmé qu'il serait candidat, mais en tout cas, tout porte à croire qu'il le sera. Bien sûr, on attend son voyage à Compostelle, là, mais on s'attend à ce qu'il soit candidat pour succéder à Dominique Anglade. Donc, sur son arrivée, tout le monde s'est mis à parler du Parti libéral. Une bonne chose, puisqu'on en parlait peu, faut le dire. Mais si plusieurs ont vu ça d'un bon œil, il y en a plusieurs qui ont déchanté aussi après, parce que M. Coderre s'est prise de position, notamment sur la loi 21. Ça, en tout cas, c'est très problématique aux yeux de beaucoup de libéraux. Donc, oui, rappelle-nous, lui, il est pour la loi 21, puis pour la clause en obstant. Oui, l'interdiction des signes religieux chez certains employés de l'État, même les profs. Pas de problème avec ça pour M. Coderre. Et lui, il reconduirait la clause dérogatoire à la Charte fédérale qui protège d'une certaine façon la loi 21 des protestations judiciaires. Donc ça entre en conflit complètement avec les positions traditionnelles du Parti libéral. Et c'est ce qui pousse justement les bonzes du Parti libéral, les éminences grises à se chercher d'autres candidats qui vont pouvoir faire le poids contre M. Coderre. Et d'un coup, il y en a qui se mettent à rêver, à prier pour qu'il y ait des élections fédérales, et puis que certains candidats puissent arriver justement sur la scène politique provinciale. Parce que ça libérerait des libéraux, c'est ça, à Ottawa, qui pourraient être aussi des libéraux à Québec. Ben, on entend sans arrêt le nom de François-Philippe Champagne, le ministre fédéral.
Bien sûr, lui, il quittera pas son poste au fédéral pour venir ici à Québec, mais si jamais il y avait des élections fédérales, d'un coup, ça changerait la course. Ben oui. Mais bon, tout ça, c'est du rêve pour le moment parce qu'on n'est pas là. Il y en a même, il y a certains candidats qui m'ont dit, qui se présentent. On entend le nom de Carl Blackburn, qui Oui. est le grand patron du Conseil du patronat du Québec. Ensuite, aussi Charles Milliard, qui est aussi le président, le grand patron, le chef de la direction de La Fédération des chambres de commerce. Voilà, des chambres Moi, je de trouve qu'il commerce est bien du Québec. nommé, M. Milliard. Hein? Ben, il a un nom pour le boulot. Il a le nom de l'emploi. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs candidats qui se manifestent, mais bon, au bout du compte, faudra attendre d'abord d'avoir les règles de la course à la chefferie parce qu'on les connaît pas encore. On sait que ça va être un chef qui sera élu au printemps 2025, mais quand la course va commencer, quelles seront les règles? Bon, ça prend combien de candidatures en soutien? Combien d'argent vont pouvoir être investis? Va pouvoir être investi. Donc ça, on connaît pas encore tout ça. Ça s'en vient, par exemple. Hein? Je pense que c'est dans un conseil général prochain. Oui, le 25 mai, on s'attend à ce que les règles soient dévoilées, si ce n'est pas avant, me dit-on. Donc, on pourrait peut-être même les connaître un petit peu avant. Bien sûr, dans le caucus à l'heure actuelle, en tout cas de Nicodère, il y a très peu d'appui, pour ne pas dire aucun. Et puis, il y en a, et j'ai entendu dire cette semaine, Antoine, que si jamais il n'y avait pas de candidat sérieux, est-ce que les députés pourraient s'unir et se désigner eux autres mêmes un candidat pour faire contrepoids à M. Coderre? C'est une idée que j'ai entendue circuler cette semaine. Un volontaire. Oui, voilà. Alors, qui déciderait d'aller dans la course, mais seulement pour le parti. Hein? Ça serait un geste d'abnégation. Ouais, exactement. Marc-André, là-dessus, sur le Parti libéral, toi, t'as écrit sur Coderre aussi? Ouais, c'est qu'en attendant, j'aurais envie de dire quelle course. Il n'y a pas de course véritablement larvée. On entend beaucoup parler de Denis Coderre. Ça a mis quand même l'emphase sur cette course à la chefferie qui n'est pas encore commencée officiellement. Ensuite, Fred Beauchemin à l'Assemblée nationale, on peut pas dire qu'il rayonne énormément. Je pense qu'il y aura beaucoup de travail à faire pour se fabriquer une personnalité s'il songe sérieusement à être sur les rangs. Puis dans le cas de Denis Coderre, je pense que ça prouve qu'en politique, Antoine, on peut aller loin avec un minimum de notoriété. C'est-à-dire que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Denis Coderre, quand une personnalité connue débarque dans le paysage, dans une course comme ça provoque toujours beaucoup d'effervescence. Le PQ l'a vécu dans une certaine mesure avec Pierre-Carl Péladeau, mais ça, c'est une toute autre histoire. Mais pour revenir au PLQ, j'ai bien hâte de voir si leur course, si course il y a un jour, nous réserve une ou peut-être même des surprises. Mais surtout, il faut pas sous-estimer la capacité du PLQ à rebondir. Là. On parle d'un parti qui a plus de 150 ans d'histoire, donc ce sera certainement intéressant à suivre. Surtout avec la montée du Parti québécois, donc l'épouvantail d'un possible référendum qui revient. Là, ça pourrait aider les troupes libérales, effectivement, le véritable parti fédéraliste, comme se plaisent à le dire les libéraux. Là. Mm-hmm. Et avec un chef comme Milliard, il pourrait revendiquer le Parti de l'économie encore plus facilement. En tout cas. Parlons budget, vu qu'on parle de milliards. Marc-André, on a la date? Oui, on a la date. C'est le 12 mars, donc prochain budget Girard. À quoi s'attendre? Un déficit plus important que prévu. On se rappelle que François Legault s'est entouré dimanche dernier de Sonia Lebel puis de Bernard Drinville pour mettre la table en annonçant que le prochain budget serait largement déficitaire. C'est rien de nouveau, quand on se souvient que la dernière fois qu'on s'est parlé, Antoine, c'était au terme du caucus précessionnel de la CAQ à Sherbrooke à la fin janvier. Et qu'est-ce que disait François Legault? Que les hausses salariales des employés de l'État auront un impact significatif, disait-il à ce moment-là, sur les finances du gouvernement. Donc, c'est ce qu'il a réitéré
Donc, cette semaine, donc il n'y aura pas de coupure de service ni de hausse d'impôts, mais il faut s'attendre donc à un déficit plus important que prévu. Il faut se rappeler que les hausses salariales qui ont été incluses là, dans les ententes conclues avec les syndicats de la fonction publique, c'est 17,4 % sur 5 ans. On parlait à un moment donné de mémoire de 11 milliards par année, donc ça entraîne des dépenses plus importantes que celles qui étaient prévues dans la mise à jour économique de novembre. Donc, pour le 12 mars, deux questions, je pense. Combien pour le déficit? Et à quand aussi le retour à l'équilibre budgétaire, donc, qui était d'abord espéré pour 2027-2028. C'est une cible qui, de toute évidence, va être reportée de quelques années. Geneviève, sur le budget? Un petit mot? Oui, un petit mot. Le ministre Girard a quand même souligné tout à l'heure que les rentrées d'argent au gouvernement sont beaucoup moins importantes que prévu. Hydro-Québec et compagnie. Donc, il faut s'attendre quand même à une réduction de la croissance des dépenses. Alors là, il faudra voir où on verra une diminution de la croissance des dépenses. C'est ça qu'on va chercher quand on va obtenir les documents du budget là, dans 2 semaines. On a connu ça sous les libéraux, des diminutions, d'augmentation de la croissance. Il y avait de la croissance, mais pas beaucoup. Non, puis là et à ce moment-là, on parlait d'austérité. Le ministre Girard a bien tenu à dire qu'il ne s'agissait pas d'austérité et François Legault n'arrête pas de dire pas de l'austérité, de la rigueur, c'est différent. Puis, Mon Dieu, on croirait entendre Carlos Letao. Oui, Marc-André? Ben, il reste que le défi, tu sais, donc, pour revenir à ce qu'on disait, d'ici la fin du mandat, ce sera de rassurer les Québécois sur le retour éventuel à l'équilibre budgétaire, puis aussi sur la date là, qui est retenue. Là, pourquoi le 12 mars? Moi, je vois peut-être là-dedans une façon de contrôler l'agenda. On voit que ça va pas très bien pour la CAQ depuis le début d'année. François Legault disait vouloir éviter les distractions. Là, il y en a beaucoup. Depuis les dernières semaines. L'an dernier, le budget a été présenté le 21 mars. De mémoire, je pense qu'il faut revenir à l'année du début de la pandémie là, en 2020 pour un budget c'est un budget hâtif, hein, c'est ça? Quand même. Et là, tu sais comment ça se passe. Hein? Quand on présente le budget, ben là, par la suite, on en parle pendant des semaines. Éventuellement, il y a l'étude des crédits budgétaires et tout ça. Donc, ils vont occuper beaucoup de place dans l'agenda médiatique, disons, avec le budget. Un sujet qui a énormément fait parler, justement, aujourd'hui, jeudi, c'est les demandeurs d'asile. Est-ce qu'ils devraient pouvoir avoir le droit d'envoyer leurs enfants dans les CPE, les centres de la petite enfance? Geneviève, tu as écrit là-dessus? Oui, d'abord, je dois décerner dès maintenant le prix du terme le plus utilisé de la session. C'est une prédiction, demandeurs d'asile. Hein? Je sens qu'on va entendre parler de demandeurs d'asile à toutes les semaines. Ça avait commencé cette semaine. Hein, il y a eu comme une séquence d'événements. Hein. Au début de la semaine, on a 4 ministres qui se présentent pour nous dire que c'est dangereux, c'est une menace à l'identité québécoise que cet afflux de demandeurs d'asile, la pression sur l'éducation, les hôpitaux, logements. C'était pas leur message principal quand même, Geneviève. Non, mais là, on est rendu aux garderies. Alors, il y a eu quand même une séquence, une montée du discours. Et puis aujourd'hui, c'était les garderies. Effectivement, hier, le gouvernement a déposé une demande de sursis en lien avec une décision de la Cour d'appel qui donne le droit, en fait, aux enfants des demandeurs d'asile de fréquenter les garderies et les garderies subventionnées et les CPE. Aujourd'hui, on en a beaucoup parlé. Monsieur Legault a dit, ben écoutez, moi, ce que je veux, c'est que les Québécois, les enfants des Québécois, d'abord, aient accès aux garderies subventionnées, aux places subventionnées. Et même là, on a su que ça allait, selon les prévisions du gouvernement, ça pourrait, il faudrait qu'ils ajoutent 5000 places supplémentaires, des places qui n'ont pas encore qui sont pas encore prêtes. Hein. Je vous rappelle que le gouvernement Legault s'est engagé à livrer 37 000 places en garderie d'ici 2024-2025. Ça, c'est demain matin. Là. Et puis là, avec les demandeurs d'asile, il en faudrait 5 000 de plus. Donc ça, c'est l'estimation du ministère de la Famille là, qu'on a obtenue tout à l'heure. On n'arrête pas de dire que nos services sont sous pression, que le Québec craque de partout. C'est sûr que d'ajouter encore des gens qui ont pas nécessairement, logiquement, n'ont pas nécessairement, devraient pas avoir accès à ce type de service-là. C'est comment dire, ajouter un fardeau sur des services qui déjà croulent sous la pression, d'une certaine façon. C'est un peu ce que le gouvernement dit, là.
mais le gouvernement est quand même isolé dans son coin. Tous les partis d'opposition ne sont pas d'accord avec lui là-dessus. Et ce qu'on plaide notamment du côté de Québec solidaire et aussi du gouvernement fédéral de Justin Trudeau, c'est que aller à la garderie, c'est une des meilleures façons d'intégrer les gens et de les franciser. On le sait tous, là, on a des enfants à cet âge-là, entre 0 et 4 ans, là, c'est des éponges. Alors, quand tu les envoies à la garderie très tôt, ils apprennent très rapidement le français. Alors, c'est aussi ce que plaident des partis d'opposition. Même le Parti québécois, qui lui aussi est d'accord avec ça. Ça a fâché François Legault, ça. Oui, ben François Legault, de toute façon, à chaque fois qu'il va pouvoir s'en prendre à Paul Saint-Pierre Plamondon, il le fera. Et là, il le fait encore aujourd'hui pour les demandeurs d'asile. Marc-André, parlons de Rabaska. C'était toute une histoire, ça. Il y a 15 ans, Rabaska? Je me souviens, j'ai couvert ça comme reporter. C'était ce grand projet de gaz liquéfié, gaz naturel liquéfié sur la rive sud de Québec. Oui, à Lévis. Il y a du nouveau là-dessus, parce que je me souviens de toute cette controverse avec la commission de protection des terres agricoles et tout ça. Oui, dis-nous ce qui se passe. C'est un développement majeur. Donc, Rabaska, pour situer les gens, ça devait voir le jour à Lévis. Effectivement, un projet mort-né qui était hautement controversé de port méthanier. De port méthanier, oui, c'est ça, excuse-moi, oui. Donc, et le BAP de GNL, oui. Oui, ben c'était c'est ça, donc de GNL. Et le BAP avait donné le feu vert au promoteur et qui avait d'ailleurs procédé à une série d'acquisitions pour réaliser son projet, donc qui finalement n'a jamais vu le jour. Pourquoi? Non pas en raison de la contestation, mais en raison de l'effondrement du marché du gaz naturel liquéfié. Tu sais, pour donner une idée aux gens, le terrain où va être implanté Nordvolt en Montérégie, dont on parle beaucoup dans les derniers jours, est d'une superficie... Usine de batterie, là, oui. C'est ça, total de 172 hectares. Celle du défunt, des terres là, du défunt projet Rabaska, 272 hectares. Donc, 100 hectares de plus. Et ce que C'était grand. Oui, c'est immense comme terrain. Donc, Québec a racheté ces terres-là pour la somme de 38 millions de dollars. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, a dit que ça correspondait au prix du marché. Il y a un peu plus du tiers de ces terres-là qui vont être retournées en zone agricole, ce qui est quand même un événement rarissime. Et à quoi on peut s'attendre maintenant pour la portion industrielle des terres qui demeure? Le port de Québec, on sait qu'il a participé aux discussions avec le gouvernement et il y a une extension de ses activités sur la Rive-Sud qui est envisagée. Le port, dans une réaction écrite, faisait valoir que le terrain, là, c'est le seul, parce qu'il est en bordure du fleuve Saint-Laurent, le seul au Québec qui réunit une profondeur d'eau naturelle de 15 mètres, en plus d'offrir une connexion au réseau ferroviaire et routier nord-américain. Donc, pour eux, il y a quand même un intérêt là. Et ce que je me demande, Antoine, c'est si les terres de Rabaska pour le port de Québec, ça pourrait être leur revanche pour l'échec de Laurentia, qui était un autre projet majeur mort-né en eau profonde, mais cette fois-ci du côté nord du fleuve, dans le secteur de Beauport, qui a été rejeté par le gouvernement fédéral en raison des possibles effets environnementaux négatifs. Laurentia, là, on parlait d'ajouter une ligne de quai dans le secteur de Beauport. C'était énorme, Laurentia aussi. On remblayait le fleuve sur 14 hectares. Et ce projet-là avait l'appui de la CAQ. Donc maintenant, on comprend que le port a l'appui de la CAQ aussi pour un projet du côté de Lévis. Moi, j'ai très hâte de voir quelle sera la suite des choses et s'il y aura une levée de boucliers semblable à celle que l'on voit en ce moment pour Nordvolt en Montérégie. C'est classique, ça, les levées de boucliers ces temps-ci. Hein? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Monsieur Fitzgibbon trouve qu'il y en a trop. Ça sera peut-être une autre. Bernard Drainville, lui, a par contre vraiment célébré cette nouvelle-là comme un succès. On sait qu'il a travaillé très fort, notamment pour aider le chantier maritime, l'industrie navale qui connaît vraiment un essor qui revit de façon importante. Moi, plus jeune, j'ai vécu le déclin total de l'industrie maritime du côté de Lauson. Parce que tu habitais dans ce coin-là. Là. Exact, j'ai grandi là. Et Rabaska, c'est aussi dans le secteur de Lauson, un petit peu plus près de Beaumont. Et je sais que Bernard Drainville nourrit de grandes ambitions donc pour les terres de Rabaska, peut-être donc pour des entreprises qui auraient un lien avec la filière maritime. Donc, ce sera à suivre, mais
certainement un potentiel important de développement économique pour Lévis. Maintenant, qu'est-ce que ça voudra dire sur la nécessité d'un éventuel troisième lien, Antoine? Mon Dieu! Je lance la question en l'air comme ça. Le monstre du troisième lien cette espèce de serpent de mer qui revient tout le temps. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Au plaisir. Merci beaucoup, Marc-André Gagnon. Puis on se reparle très bientôt. Je rappelle, vous êtes correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale. Puis vous êtes nos yeux et nos oreilles dans les couloirs. Merci beaucoup. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Mais bonjour, Guillaume Lavoie. Antoine Robitaille, bonjour. Expert en politique publique, mais aussi véloconomiste, comme on dit. Donc, tu es allé au Salon du vélo et puis j'avais hâte de t'entendre là-dessus parce que ça fait longtemps qu'on s'est parlé de vélo. Oui, écoute, moi qui est passionné, pas tant par le vélo, mais par la véloconomie, c'est-à-dire l'importance, le dynamisme de toute l'activité économique et les retombées économiques autour du vélo, c'était vraiment une journée nirvana, là. Oui, c'est ça. Et toute personne qui a des doutes, là, tu rentres là, tu dis « Ah, maintenant, avant je ne voyais pas, maintenant je vois. » C'était au ciel, là. Oui, vraiment. Et je suis encore plus encouragé à faire la promotion de ce secteur-là parce que, tu sais, Antoine, je te le dis souvent, le Québec, par rapport à l'industrie du vélo, frappe beaucoup plus fort que son volume initial devrait le prétendre. Ben oui. Et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est comme si j'étais allé, moi, faire de la prospection économique dans un terreau extraordinairement fertile. Mm-hmm. Alors, en gros, là... C'est comme si tu étais allé au salon du ski de fond en Norvège. C'est un parallèle assez exact. C'est vraiment ça. Ce qui me ferait rêver, vraiment. Toi, tu aurais été profondément érotisé, là. Oui. Alors, et il y a une tendance générale, tu sais que le Salon du vélo, c'est quelque chose c'était la 21e édition à Montréal. Okay. Ça a commencé tout petit, presque comme quelque chose là, d'arrière-garde. Et là, maintenant, ça a eu lieu à Montréal et ça aura lieu bientôt à Gatineau, au début du mois de mars, et chez toi, à Québec, les 15, 16 et 17 mars. Alors, tout ça, là, ça s'en va chez vous, là. Ben oui, c'est sûr que je vais y aller. Et tu rentres là, et vraiment, il y a 200 exposants qu'on pourrait diviser en 3 ou 4 groupes. D'abord, tout le secteur de cyclotourisme. Et là, c'est impressionnant. À peu près toutes les régions touristiques du Québec sont là. Évidemment, Saguenay-Lac-Saint-Jean avec la véloroute des Bleuets. T'as l'Estrie et les cantons de l'Est avec la véloroute gourmande, celle qui avait été reprise dans le New York Times. Le Bas-Saint-Laurent, le centre du Québec, l'Outaouais et même d'autres. Par exemple, il y avait la Virginie ou des régions en Ontario qui disent, eh bien, nous, on a des produits vélos, venez donc dépenser vos vélos-dollars chez nous. Et il y avait même la véloroute de la péninsule acadienne qui est en site propre et asphalté sur une vaste partie de l'ensemble de son parcours. Ah, oui. Et vraiment, là, tu sais, l'Acadie, c'est plus difficile économiquement, mais je dirais que l'aorte économique de la nouvelle Acadie, c'est la véloroute de la péninsule. Et c'est exceptionnel, là. Alors ça, c'était vraiment, il y a tout un secteur, puis rajoute à ça les agences de voyage spécialisées pour le voyage vélo. Et il y avait Équilibre, entre autres, qui est un des premiers ou des plus importants. Puis là, ben, choisissez votre endroit paradisiaque dans le monde et on va vous organiser un voyage vélo en petits groupes, en gros groupes, etc., etc. L'autre groupe, c'est les détaillants et fabricants. Et là, c'est comme la soupe habitant, là, Antoine. Il y a beaucoup de nous autres là-dedans, là. Ah bon? Parce que tu as, évidemment, les De Vinci qui sont importants, mais entre autres, des Québécois qui montent, là. Il y avait, entre autres, Vélec. Et d'ailleurs, Vélec, bon, pour vélo électrique, ça en dit beaucoup parce que dans mes surprises, c'était presque des vélos électriques là, partout, là. C'est vraiment maintenant, même chez Kilico, qui est le plus gros détaillant au Québec, leur patron me disait que c'est plus de 51% de ses ventes, les vélos électriques, et ça monte, là. Ça monte tellement parce qu'il y a une nouvelle clientèle, les baby boomers, puis c'est mon choc. Ça avait été repris aussi, c'est une image qui, moi, m'a choqué dans le sens espagnol, donc c'est une image qui m'a surpris beaucoup. Ouais. Puis l'article du Journal de Montréal l'avait relevé aussi.
J'arrive là le matin. Bon, moi, j'avais mon entrée là, pour ceux qui allaient faire des chroniques pour les médias. Puis il y avait la file des gens qui attendaient. Puis sur la deuxième journée, je regarde ça. Puis il y avait beaucoup de cheveux gris, là. Beaucoup de têtes blanches. Beaucoup de baby boomers. Alors, Mais tous les cheveux gris veulent pas dire boomer, là. Attention. Là. Parce oui, que je moi, sais, je suis moi, un X et j'ai beaucoup de cheveux gris. Et moi, j'en ai de plus en plus, là. Alors, c'est les joies du mariage. Ça paraît pas tellement. Oui. Non, ben, ça paraît quand ils sont propres. Mais tu sais, Antoine, vraiment, là, il y a une tranche, on est dans les boomers retraités. Et là, ceux qui doutent encore que le vélo, c'est des vrais dollars, vous avez une clientèle qui est assez riche et qui a beaucoup de temps. Et là, tu te promènes, puis des vélos à quelques centaines de dollars, il n'y en a pas, là. C'est du 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dollars. Et là, après ça, tu rentres dans presque le corollaire de la chose, c'est le festival des accessoires. Ça va des vêtements, de la tête aux pieds, à tous les équipements possibles, imaginables, là, pour accrocher sur la voiture. Et après ça, il y avait même des trucs d'alimentation. Quelqu'un avec de l'eau d'érable fait une espèce de potion magique pour avoir de l'énergie, pour pouvoir aller plus loin, plus vite. Ah oui, c'est fort. bon, ça. J'ai goûté à ça pour la course, moi, je l'ai utilisé. Et tout ça, c'est des produits québécois, là. Ouais, et là, on arrive et il y avait, pour moi, c'est la preuve ultime du dynamisme de la véloéconomie, Promutuelle, compagnie d'assurance, qui est là. Pourquoi? Parce que eux ont développé une politique d'assurance habitation qui a une section vélo particulière où on garantit, parce que tu dis, mon vélo est couvert par mon assurance maison, mais une couple de centaines de dollars, ça assure plus le vélo, là. Pas pour un bidule qui vaut 3, 4, 5, 6 000 dollars. Et puis, il y avait ma section peut-être préférée, celle plus proche de mon cœur, des startups. Entre autres, il y avait Cargon, 2 jeunes ingénieurs qui faisaient avant des bidules dans le monde médical. Puis là-dessus, ils se sont dirigés où? Vers le vélo. Ils ont conçu, et là, ils sont en train de fabriquer à Laval un vélo cargo 100% québécois. Ah oui, Et on là, voit qu'il y a un jeu de mots, là, Cargon, on se débarrasse de l'auto, puis en même temps, c'est cargo pour vélo cargo. Exactement, et je regardais ça, puis là, il y a toute une réflexion pour que la portance soit meilleure, soit plus facile à opérer que des modèles concurrents étrangers comme, par exemple, les fameux Bullet qui nous arrivent de Copenhague. Alors, il y a de la technologie, il y a de l'avancement, même Vélec, tu sais que eux, c'est 100% québécois, ils sont essentiellement en Montérégie, et ils ont créé un nouveau vélo électrique, mais intelligent. Alors, imagine ça, là, ton vélo électrique, tu peux le barrer à distance, tu te le fais voler, il y a un GPS qui peut te dire il est où, et tu peux barrer le pédalier à distance. Alors, imagine ton frotteur, là, le voleur qui a voulu partir avec, ben là, bonne chance, parce que le vélo, ce n'est plus le vélo. Et alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant, il faut que j'aille les visiter. Et vraiment, ce que j'ai découvert, c'est, moi, j'essaie de suivre l'industrie du vélo depuis quelque temps maintenant. Ça va tellement vite que ça me dépasse. Dans quel sens? C'est au sens où il se développe tellement plus de choses que je suis capable de le suivre. D'autant plus qu'il faut que cette industrie-là se regroupe. Mais tu sais qu'il n'y a pas si longtemps, je suis allé, dans mon effort de comprendre chaque pouce carré du Québec, je suis allé à Sainte-Terre. Et la ville de Sainte-Terre, on s'entend là, c'est un village... Abitibi? Ah oui. En Abitibi, un village de 3000 personnes. C'était pas rendu en vélo, par exemple? Non, en train. Ah oui. Évidemment. Ton autre passion? Oui, moi, c'est là-dessus. Et tu te dirais, écoute, là, 3000 personnes en Abitibi, terre du F-150, c'est pas là qu'on va parler de vélo. Non, la ville a acheté des vélos pour les touristes. Et la ville qui avait décidé s'ils achetaient un autre F-150 pour les besoins municipaux, ont décidé de en prendre un de moins et de transformer ça avec un vélo cargo. Parce que c'est plus facile pour faire certaines interventions. À Sainte-Terre, il doit y avoir des belles routes de gravel là, pour faire du vélo de gravel. Oui, puis même là, c'est franchement, moi je l'ai découvert l'hiver. Moi je dis, quelle que soit la région au Québec, il faut y aller 3 fois. L'été, l'hiver, l'automne. Et le paysage change tellement, le festival des activités possibles change tellement que c'est comme visiter 3 lieux différents. Là. Mais bref, de ce que j'en retiens du Salon du vélo, c'est qu'il va falloir documenter ça encore plus. J'ai été sidéré combien on a des entrepreneurs de chez nous, des inventeurs, il y a des designers, des ingénieurs. On parle souvent qu'on veut des bons emplois, des emplois déterminants au Québec.
l'industrie du vélo, ça m'apparaît vraiment là, assez exceptionnel. Ben, je suis certain qu'un jour, tu vas leur donner, mon cher Guillaume. Merci beaucoup pour cette chronique. Au plaisir. Je rappelle que tu es Guillaume Lavoie, expert en politique publique et, comment je disais déjà, turiféraire du vélo. Ah, c'est Quel fabuleux. beau mot. Salut, au plaisir. Bye-bye. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.